Donc bienvenue à tous sur ce nouveau podcast qui va concerner les nouveautés SolidWorks 2015. Donc je me présente, mon nom est Abel. Je travaille actuellement au sein de l'équipe du support technique chez Avenao. Voilà, donc on va passer en revue le sommaire de ce petit webcast. Donc on va vraiment se concentrer vraiment sur ce qui est SolidWorks. On abordera quelques compléments qui sont apparus dans les produits, dans les compléments en fait. SolidWorks si on a le temps à la fin. Donc on va surtout s'attarder dans un premier temps à l'interface, à des nouveaux outils de modélisation de pièces, également certaines fonctionnalités liées à la fabrication, des nouveautés également en ce qui concerne les assemblages. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va voir dans le détail. Et ensuite on évoquera un peu plus superficiellement qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les mises en plan. En termes de performance du logiciel, on a également des améliorations significatives. Et très rapidement des nouveautés en ce qui concerne la simulation, SolidWorks Electrical. Et en fin de présentation, les nouveaux outils, les nouveaux compléments qui sont apparus chez SolidWorks. Alors que ça soit inclus dans toutes les versions telles que par exemple Treehouse, ou je pense à des outils de type SolidWorks MDB ou Inspection. Voilà, dont on parlera à la fin de la présentation. Donc en ce qui concerne l'interface, on a plusieurs petites améliorations assez sympas. La première d'entre elles, c'est en fait la prévisualisation des corps ou des composants qui sont cachés. On va le détailler. Ensuite, on a la visualisation dynamique des références. Donc là, c'est la petite vignette que vous avez à droite. Juste en passant le curseur sur une fonction, on va pouvoir voir en fait toutes les fonctions parentes ou enfants, en fait toutes les références de cette fonction-là. On a également l'enregistrement des sélections qui est apparu. Donc je sélectionne des entités ou des pièces et je vais pouvoir enregistrer ce groupement de sélection. Et enfin, isoler les composants lors de l'édition de contexte. Voilà, ça on va voir ce que ça donne. Alors j'ouvre donc ce petit assemblage. Voilà, qui est donc une boîte à engrenage, une boîte de vitesse. Donc, pour commencer, vous voyez qu'ici dans l'arbre de création, on a les deux premières pièces qui sont cachées. Et bien juste en passant le curseur dessus, on voit que ces pièces-là se mettent en surbrillance. Voilà, donc normalement c'est en bleu. Voilà. Donc ça peut être assez pratique. Au niveau du cube de visualisation, on a désormais un petit aperçu sur la droite graphique du résultat obtenu, selon la vue. Voilà, donc pareil, ça permet de voir une idée un peu plus claire de ce que va donner la vue sélectionnée. Voilà, ensuite on va pouvoir par exemple isoler des corps en fonction d'une contrainte commune. Donc ici j'avais isolé en fait une contrainte. Donc je peux cliquer ici sur isoler. Et du coup, donc SolidWorks me présente en fait les deux pièces qui sont communes à ces contraintes-là. Voilà, donc ça pareil, ça peut être assez pratique. Donc je vais basculer sur l'assemblage de plus haut niveau. Ensuite, juste si j'ouvre une pièce, donc comme je vous le disais, en fait,
on a les références dynamiques dans l'arbre de création. Vous voyez, juste en passant le curseur sur une fonction, en fait, il m'indique les fonctions qui sont parentes. Voilà, donc par exemple pour cette fonction-là de révolution, bah, on voit que la fonction, ou du moins l'esquisse de la fonction a besoin du plan frontal, probablement d'une fonction qui est ici dans le dossier setup, voilà, d'une esquisse en fait, gear center, d'un autre plan un peu plus bas, etc., etc. Donc là, par ici, par exemple sur cette fonction d'extrusion, on voit que du coup il y a les fonctions parentes et les fonctions enfants qui dépendent donc de ce bossage ou de l'esquisse qui a généré le bossage. Voilà. Donc ça, pareil, hein, ça simplifie beaucoup la vie, bah, pour s'y retrouver tout simplement dans l'arbre de conception et savoir comprendre qui dépend de qui, et être, bah, par exemple, pouvoir plus facilement déplacer une fonction et comprendre pourquoi on peut pas la déplacer au-dessus d'une autre, hein. Typiquement, je ne veux pas déplacer un enfant au-dessus de son parent. Donc typiquement, là, je devrais pouvoir remonter d'un niveau, de 2, mais pas de 3. Voilà. Donc là, on le voit assez facilement. Quoi d'autre dans le clic droit? On a des petites nouveautés. Par exemple, la loupe qui est apparue ici dans ce menu-là. Donc ça va nous permettre de sélectionner assez facilement bah, tout ce qui est géométrie un petit peu plus difficile à sélectionner. Donc ça, c'est assez pratique. Autre chose que je trouve assez intéressant, c'est la commande ici sélection précédente. Donc ça, typiquement dans SolidWorks, lorsqu'on sélectionne des éléments, et à un moment donné, parfois, bah, en fait, on clique à côté, et du coup on perd toute la sélection. Donc ici, le fait de cliquer sur sélection précédente nous permet de récupérer la dernière sélection. Voilà, donc ça, pareil, ça peut être assez pratique. C'est le genre de petites choses qui peuvent être agaçantes en fait. Et là, bah, du coup, il y a des outils qui nous permettent de retrouver la sélection. Alors par contre, ça remonte que d'un niveau, hein. Donc si on fait plusieurs clics ensuite, forcément, on perdra du coup. Enfin, ça remonte que d'un niveau en fait. Contrairement au CTRL Z, par exemple, on peut remonter plusieurs fois, plusieurs étapes dans le temps. Voilà. Alors juste aussi tout ce qui est en fait menu, par exemple, c'est ce genre de petits menus contextuels, on peut les personnaliser plus facilement. Avant, il fallait passer par voilà, un petit peu par les options. Maintenant, on peut le personnaliser à partir d'ici. Donc typiquement, si je sais pas, dans mon menu, je vais rajouter une fonction de perçage, par exemple. Hop, il suffit de sélectionner ici la fonction adéquate, de la glisser, et du coup, dans mon menu, j'ai désormais l'assistance pour le perçage. Voilà. Donc ça c'est assez pratique. Par exemple. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'interface. Ah oui, il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer. Ça concerne cette fois-ci la toolbox. Il y a une amélioration qui est assez significative. On va juste attendre quelques secondes que ça charge. Alors, elle devrait arriver. On peut fermer ça en attendant. Bon. Ok, elle arrive. Voilà. Donc en fait, c'est au niveau de la personnalisation, hein, évidemment.
on peut désormais personnaliser le nom des configurations, chose qui n'était pas possible avant, de façon à avoir quelque chose de plus, comment dire, une description vraiment déjà en français, et que ça soit plus compréhensible pour les nomenclatures notamment. Voilà, donc juste, il suffit de sélectionner une référence. Voilà. Et ici, cocher autoriser le nom de configuration personnalisée pour pouvoir du coup le modifier pour chaque taille, hein, du coup. Voilà, donc ça c'est une nette amélioration, hein, pour la toolbox. Et ensuite, on va pouvoir du coup ici paramétrer comment apparaissent en fait les éléments de toolbox dans l'arbre de création. Est-ce que je veux que ça soit le nom du fichier ou le nom de la config ou autre, hein. Voilà, vous avez ici les différentes possibilités. Et surtout, comment je veux que ça apparaisse dans la nomenclature. Donc typiquement, voilà, en général, on veut le nom de la configuration, mais je peux du coup définir autre chose. Voilà, donc ça c'est en ce qui concernait la toolbox. Voilà, donc un peu des améliorations finalement qui nous permettent non, de travailler plus efficacement et d'améliorer en fait la visualisation et la compréhension de l'intention de conception. Donc je pense surtout aux références ici des fonctions. Ça va apporter un vrai plus, je pense, pour les utilisateurs. Ok, donc on va rebasculer ici. Voilà, donc la toolbox, on en a parlé. Ensuite, au niveau, alors toujours de l'interface, enfin plus ou moins, en tout cas ça concerne les vues en coupe. Là aussi, on a des nouveautés assez sympas qui sont apparues. On va tout de suite voir ça. Alors oui, du coup, tout à l'heure j'ai oublié de montrer les enregistrements des sélections. Donc c'est très simple, hein. Ici j'en ai déjà préparé quelques-unes. Il suffit de sélectionner les éléments, par exemple, de faire clic droit et de cliquer sur enregistrer la sélection pour que la sélection du coup vienne ici se rajouter dans le dossier voilà, sélection. Donc ça c'est pratique, notamment ça va être un vrai plus pour les gens qui font de la simulation, pour tout ce qui est du coup définir les contraintes ou les surfaces en contact, etc. Ça va apporter un vrai plus. Voilà, donc en ce qui concerne les coupes, en fait, on a une nouvelle façon de procéder. Donc toujours, donc les coupes, on pouvait rajouter deux coupes. Voilà, donc là j'en rajoute une deuxième, par exemple, et même une troisième. Voilà, donc on pouvait varier le sens, hein. Bon, ça n'a pas trop changé. Par contre, ce qui a changé, c'est ici, plutôt que se mettre en fait en plane, méthode de coupe, on a régional. Là, il faut bien sélectionner la boîte de dialogue ici, et du coup, je peux sélectionner en fait des zones comme ça, des zones, les zones que je veux couper finalement. Voilà, donc mettons que je veuille ça. Donc du coup, c'est un peu plus intuitif. On arrive plus facilement à voir ce qu'on veut. Voilà, donc là, si je valide. Vous allez voir le genre de choses qu'on peut obtenir.
Donc là j'ai pas mal de choses sur le poste. Voilà le genre de choses qu'on peut obtenir. Voilà, que je trouve plutôt sympa. Je vais juste revenir dessus pour vous montrer qu'on peut, comme auparavant, exclure des composants. Donc je pourrais décider de garder ici mes petites vis, par exemple, pour que ça soit un peu plus sympa. Voilà, donc rien de révolutionnaire, mais bon, des petits plus qui nous facilitent la vie au quotidien. Donc je peux revenir toujours sur mes sélections, hein. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais faire, couper ici la moitié de ma pièce sur un quart, et ici avoir une vue un petit peu plus aboutie. Voilà ce que je voulais vous montrer. Concernant les coupes, ok. Ensuite, en ce qui concerne les éclatés, cette fois-ci, on a l'apparition, comme je vous le dis ici, d'éclaté radial. Donc éclaté radial, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais déjà créer une nouvelle vue éclatée. Donc auparavant, on connaissait l'éclaté linéaire, en fait, hein, qui ici s'appelle étape normale, donc translaté ou pivoté. On a désormais l'éclaté radial, donc je vais me servir de mon groupe de sélection. Ça doit être celui-là, voilà. Je sélectionne en fait toujours la direction, en fait, hein, donc là je vais prendre une face cylindrique. Et vous voyez que très facilement, je peux obtenir ce genre de choses. On va faire pareil avec ça. Voilà le genre de choses qu'on peut obtenir assez facilement. Voilà, donc ça c'est c'est un petit plus, hein, qui permet de faciliter la vie dans les du coup dans les étapes d'éclatement. Voilà, on peut considérer que c'est un vrai petit plus. Donc ensuite, bon, ça change pas trop. Il me semble qu'il y avait également une nouveauté au niveau de l'éclatement automatique. Alors, je vais juste éditer ici. Je veux tout prendre en fait. Donc ici en linéaire, on a espacé automatiquement. Voilà, j'ai pas tout pris ce que je voulais. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait qu'il y ait de grosses nouveautés là-dessus. Je vais y arriver. Voilà, donc on peut régler en fait l'espacement plus ou moins grand. Voilà. Je suis pas sûr qu'on pouvait régler en fait dans un deuxième temps. Auparavant, il fallait refaire l'étape. Désormais, on peut le faire en temps réel si vous préférez. Donc après, ça n'empêche pas de manipuler les pièces
individuellement. Ok pour les éclatés et les vues en coupe. Ensuite, on va passer à tout ce qui est modélisation de pièces. Alors, il y a quelques améliorations en ce qui concerne les esquisses notamment. Par exemple, la création de lignes à partir d'un point milieu. Les rectangles, construction de rectangles avec des lignes de construction horizontales et verticales. Et voilà, quelques relations d'esquisse facilitées. Alors, on va tout de suite voir comment ça peut se présenter. Sachant que là, vous avez déjà un bon aperçu de ce qui est faisable. Est-ce qu'il me l'a gardé? Ok. Bah, donc je m'étais préparé ici une esquisse pour pas oublier d'éléments. Alors, par exemple, ici, je supprime une partie des entités. Je vais créer par exemple une spline. Et vous allez voir qu'en fait, dès la création, il va me proposer de rajouter en fait des relations. Donc là, je crée une spline de style par exemple. C'est un peu plus facile à contrôler. Hop. Voilà. Et en fait, donc j'ai double-cliqué pour terminer l'opération et il me propose directement, sans que je fasse d'autres opérations, de rajouter des contraintes. Donc par exemple ici, je peux mettre une tangence par exemple. Voilà, donc ça c'est pratique, ça permet de toujours gagner quelques clics. Donc ici je vais faire pareil sur la partie haute ici. Partir tout droit. Et également ici on va se mettre tangent. Donc là les contraintes ne sont pas affichées. Mais si je les affiche, voilà, on voit bien qu'il nous a mis ici une contrainte, ainsi que là et là. Voilà, je vais les supprimer pour que ça soit plus clair. Ensuite, on a par exemple la présélection de contraintes. Donc par exemple, je sélectionne cette ligne qui est plutôt horizontale. SolidWorks nous signale, en fait, il nous met en surbrillance la contrainte d'horizontalité, de façon à ce qu'on fasse notre choix plus facilement. Voilà. Quoi d'autre? On peut désormais définir une contrainte en fait en sélectionnant un sommet commun à deux entités. Donc par exemple, admettons que je veuille que ces deux lignes-ci soient perpendiculaires par exemple. Auparavant, il fallait que je sélectionne les deux à la fois. Désormais, juste en sélectionnant le sommet, donc commun aux deux lignes, je peux établir cette relation de perpendicularité. Voilà. Donc ensuite, on a la création de lignes à partir d'un point milieu. Ça, c'est quelque chose qui était demandé depuis pas mal de temps en fait par les utilisateurs hein, au niveau des demandes d'amélioration. Donc voilà, ça permet de tracer une ligne tout simplement. Et donc évidemment, ça rajoute des relations de symétrie. Hein. Et surtout une relation ici de point milieu par rapport à là où on a commencé la ligne. Voilà. Ensuite au niveau des rectangles, en fait dans la création, vous voyez qu'on a ajouté des lignes de construction et on choisit soit à partir des coins, donc les diagonales, soit à partir des points milieux. Donc ici, on va faire un rectangle comme... enfin peu importe en fait.
Voilà, et là j'ai mes lignes. J'ai mes lignes. On va plutôt le faire ici. Donc ça c'est pratique par exemple pour déplacer les rectangles. Voilà, là j'ai mon rectangle que je viens de tracer. Et du coup, je peux le déplacer comme ça et le positionner facilement au niveau de ma géométrie. Voilà. On a la possibilité désormais de sélectionner une chaîne sur des lignes de construction, sauf une chose qui n'était pas possible auparavant. Donc là, si je fais clic droit, je peux sélectionner la chaîne. Du coup, il va me prendre tout l'ensemble. Et je peux, par exemple, le passer en ligne normale. Voilà, donc là, il m'a pas bien tout pris. Sélectionner la chaîne. Voilà, cette fois-ci, il m'a bien gardé toutes les sélections. Voilà, par exemple. Ah oui, petite nouveauté également intéressante, c'est la possibilité de diviser une ligne en fait. Donc vous avez ici, alors c'est peut-être caché dans les, là j'ai rajouté le raccourci, c'est peut-être caché dans les outils d'esquisse. Donc ça permet de diviser une ligne, soit de rajouter en fait plusieurs points équidistants sur cette ligne-là, soit en fait de couper cette ligne en plusieurs segments. Voilà, donc là si on fait varier un segment, du coup les relations sont maintenues. Voilà, vous voyez que si j'essaie d'en rallonger un, en fait ils se rallongent tous en même temps. Donc ça aussi, c'est pareil, hein, c'est pratique, ça permet de diviser une ligne selon enfin selon des proportions fixes. Donc ça peut être très pratique. Auparavant, on devait le faire manuellement entre guillemets, en calculant. Désormais, on peut le faire de façon automatique. Voilà. Et enfin, il va me rester la possibilité de mettre des angles fictifs en fait. Voilà, donc je prends en ligne de construction, je prends ici. Auparavant, on pouvait faire à peu près que ça ou ça. Voilà, désormais, si on appuie sur Shift, on va pouvoir créer en fait le voilà l'angle, ce que j'appelle l'angle fictif en fait, hein. Assez facilement. Voilà pour ce qui était. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des esquisses. Alors, toujours dans les esquisses, mais plus au niveau des splines. On a la possibilité de convertir une spline de style en spline par point. Et également la création de splines sur surface qui est améliorée. Donc ça paraît pas, mais ça améliore pas mal en fait, ça facilite pas mal la création des géométries complexes. Donc on va juste voir ça rapidement en détail. N'hésitez pas à poser vos questions hein, au cours de la présentation, j'essaierai d'y venir à la fin. Alors, donc sur cette belle chaussure en surfacique, ou chausson, on va éditer cette esquisse-là. Voilà, donc vous voyez que cette spline de style en fait, hein, cette spline, enfin non même pas en fait, cette spline classique, en faisant clic droit dessus, raté, clic droit, je peux convertir en spline de style.
Donc la spline de style, c'est en fait la spline qui a ces petits segments là qui permettent de la contrôler. Donc là il y en a un peu beaucoup, on va réduire le nombre. 4 par exemple. Voilà, et du coup j'ai une spline sur laquelle j'ai beaucoup plus de contrôle. C'est beaucoup plus facile de la manier plutôt qu'avec les petites poignées. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. On peut désormais utiliser la commande fractionner en surfacique. Donc ça c'était pas possible avant. Alors ce que j'ai un fractionné ici. Donc tout simplement en sélectionnant donc l'esquisse, je clique sur couper la pièce et là je coche ce que je veux garder, donc en l'occurrence tout. Voilà, je me retrouve avec 4 corps surfaciques. Voilà, eux-mêmes constitués de plusieurs faces, on est d'accord, hein. Voilà, on va isoler celle-ci. Alors, donc là, on va voir en fait tout ce qui est spline de surface. Hop là, spline de surface, spline sur surface. Voilà, donc ça en fait, ça permet de créer des splines qui épousent la forme d'une surface. Voilà, on va en faire une deuxième de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment très pratique, hein. Voilà, donc j'ai créé ma surface. Je peux donc du coup la contrôler. On va juste rajouter par exemple une petite relation entre ces deux points. On va mettre bon de Z pour qu'il soit bien aligné. Voilà, et donc là vous voyez bien que la surface, que la spline est bien collée, épouse parfaitement la surface. Voilà, du coup on pourrait restreindre cette surface obtenue, c'est-à-dire en fait la couper, hein, en fait, si vous préférez. Donc voilà ce qu'on obtiendrait. Et donc à ce niveau-là, ce qui est apparu également comme nouveauté, c'est qu'on peut désormais déplier des surfaces. Donc vous avez une commande ici qui s'appelle surface mise à plat. Donc il faut sélectionner du coup la surface. Donc je prends bien toutes les faces. Voilà, ensuite, donc ça c'est pas obligatoire en fait, hein, mais je vais prendre un point de départ entre guillemets. Voilà, donc là on a déjà quelque chose, on obtient déjà quelque chose. Et ensuite on peut rajouter des courbes de contrôle pour être plus précis en fait. Donc on pourrait imaginer de rajouter ces parties-là. Voilà, donc comme résultat on obtient une surface plane qui vient se rajouter à notre dossier corps surfacique. Cette surface ensuite je peux par exemple tracer enfin voir la déformer en fait, pour voir dans quelle zone la surface va subir le plus de contraintes et de déformation, d'étirement ou de compression. Voilà, donc là vous avez une échelle, hein, en rouge l'étirement, en bleu la compression. Voilà, donc on voit qu'ici visiblement il y a un point qui est assez, du moins qui est le plus critique. Voilà, et ensuite on peut très facilement exporter ça en DXF ou DWG.
en faisant clic droit. Ici, pareil, je peux sélectionner le trièdre, en fait, hein, c'est pas forcément nécessaire. Et on devrait avoir un aperçu graphique. Voilà le petit aperçu. Donc là, j'aurai plus qu'à enregistrer pour valider mon DXF. Ou DWG, je sais plus qu'est-ce qui était sélectionné. Voilà. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne les splines. Alors, on va juste rebasculer ici. On a également des nouveautés en ce qui concerne les répétitions, notamment les répétitions variables. En fait, on peut désormais faire ça sous forme de tableau. Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, juste avant les répétitions variables, il y a autre chose que je veux vous montrer au niveau des répétitions linéaires. Donc ici, voilà, j'ai une barre avec des perçages. J'ai réalisé une répétition linéaire, donc j'ai répété 30 fois le trou, le perçage. Auparavant, on va juste activer ceci. Auparavant, si on raccourcissait en fait la barre, et ben du coup, notre fonction de répétition, hop, elle se mettait en échec. Voilà, donc ça désormais, on peut y remédier avec une nouvelle fonctionnalité ici. C'est en fait, plutôt que de donner un espacement et des occurrences, je vais lui donner une référence. Donc je coche ici jusqu'à la référence. Je vais lui dire que je veux des répétitions jusqu'à ce point-là. Et à partir de là, deux choix. Soit je définis une distance entre les occurrences, donc ici 60, et quoi qu'il advienne, cette distance sera respectée. D'accord? Voilà, sans qu'il y ait d'erreur. Je peux également définir une distance minimale que je veux ici du bord, en fait, hein, de l'extrémité, si vous préférez. Décalage, distance de décalage. Donc on pourrait imaginer, par exemple, de mettre 25 ou d'égaliser, en fait, avec cette cote. Donc là, je tape un égal, je sélectionne ma cote. Là, j'ai perdu ma direction. OK. Donc là, quoi qu'il advienne, j'ai toujours une distance de 60 entre mes perçages. Et par contre, j'ai une distance minimale du bord qui fait que j'ai pas de perçage qui va venir en fait être chevauché en fait le bord de ma tôle. J'ai au minimum 25 au plus proche. Hein. Au minimum, j'ai ici une distance de 25. Voilà, donc ça c'était la première option. Et sinon, deuxième option, je peux définir ici un nombre d'occurrences. Donc là, je sais pas, on peut mettre 10. Ou plutôt 20, pour que ce soit plus dense. Voilà, et là, pareil, quoi qu'il advienne, je peux rallonger ou raccourcir ma barre. Bah, du coup, la distance s'agrandit automatiquement. Voilà, donc ça c'est pareil, une petite nouveauté plutôt sympa. Ensuite, on va voir avec ce petit exemple là de cette passoire comment réaliser en fait une répétition variable. Donc désormais vous avez ici répétition variable. Donc je vais sélectionner la fonction du perçage. Je vais cocher ici créer un tableau. OK, je vais capter en fait les codes que je veux commander. Donc ici je vais prendre mon angle, je vais mettre la longueur
du perçage et la distance au centre. Voilà, je vais rajouter une ligne. Donc admettons que je vais mettre 20 perçages tels que celui-là, 20 rainures. Hein. Donc on va se mettre 360 divisé par 20, donc ça nous fait 18. Et ici, on va mettre par exemple 25, donc un peu plus courte, et 25 également, un peu plus distante du centre. Voilà, donc en fait je vais alterner tout simplement entre ces deux éléments. Donc par exemple, donc là je vais rajouter, donc je voulais 20, j'en ai déjà 2, j'en rajoute 18. Et comme sur Excel, je peux par exemple ici prendre ces deux cellules, les tirer vers le bas, et du coup il va automatiquement rajouter 18 degrés à chaque ligne. Et bah là du coup c'est du copier-coller. J'ai envie de dire classique. Voilà. Alors j'espère que je me suis pas trompé. Ouais, j'ai dû sauter une case. Alors c'est pour ça que j'avais préparé du coup. Donc ça pareil, hein, on peut imaginer du coup de copier en fait le tableau, d'aller le travailler dans Excel et de revenir le coller. Donc normalement c'est ce que j'avais fait. Voilà, j'ai mon petit tableau qui va bien. Donc j'ai juste besoin de ces deux colonnes là. Je copie et je colle. Voilà, donc normalement il y a tout qui est bien. Je peux cocher mettre à jour l'aperçu. Et je devrais avoir une idée du résultat obtenu. Voilà, et ben c'est pile poil ce que je voulais. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses assez sympas. Bah, finalement assez facilement, hein. C'est un petit peu l'idée d'avoir le tableau. Ça rejoint un petit peu comme dans les configs, configurer la fonction. On a beaucoup plus de contrôle. Donc là par exemple si on prend les trous, hein, juste pour vous montrer. Au départ on a quoi? On a en fait une fonction de le perçage avec une distance au centre. Alors on va juste ouvrir ça. Voilà, donc en fait on a le diamètre du cercle, après le décalage en fait angulaire, et le nombre d'occurrences. Donc on voit ici qu'en fait on augmente le diamètre du cercle, on augmente le nombre d'occurrences, et on alterne en fait le départ en fait entre 5 et 10 degrés. Voilà, du coup on obtient l'effet que vous allez voir, que vous avez déjà aperçu d'ailleurs. Voilà, on obtient ce genre d'effet assez sympa. Ok. Donc il nous reste dans géométrie avancée l'apparition de congés asymétriques, des petites améliorations au niveau de la visualisation de surface et la possibilité de créer un plan d'esquisse normal à la vue. Alors j'essaie de me dépêcher. Alors ici, on a par exemple, il me semble que c'est celui-là, non. Alors bah du coup là il est déjà créé.
Donc ce qu'on connaissait auparavant, c'était ce genre de choses, un congé dit symétrique. Désormais, on peut définir ce congé en tant qu'asymétrique pour lui mettre une valeur dans un sens et une autre dans l'autre. Voilà, du coup, on se retrouve avec des choses un petit peu plus sympas, et surtout on garde un contrôle optimal et précis du résultat obtenu. Voilà, on retrouve un petit peu des options qui étaient apparues sur la 2014, des options avancées en fait, hein. Et ça, du coup, c'est très simple à manipuler. Et voilà, ça permet déjà de faire pas mal de variations par rapport au congé symétrique simple. Ensuite, on va voir des petites nouveautés au niveau de la visualisation des surfaces. Voilà. Donc par exemple, par rapport à cette surface-ci, si je l'édite, on a désormais des options en fait de visualisation dans les options de surfacique, enfin dans la fonction. Ici, si je coche affichage de la courbure, je vais pouvoir cocher aperçu du maillage. C'est les lignes que vous voyez en noir à l'écran. Et ensuite, je vais pouvoir cocher donc champ de courbure. Donc bien sûr, on peut le paramétrer. Voilà, pour un petit peu réduire la taille, déjà densifier un petit peu les lignes. Voilà, donc ça permet de comprendre en fait plus facilement les surfaces. Ça existait déjà, mais c'était pas forcément accessible depuis les fonctions lors de la création. Donc là, ça permet de valider vraiment en cours de création que la surface qu'on est en train de créer est bien celle qu'on veut, que c'est la bonne géométrie. Voilà, vous avez également du coup les zébrures. Donc là, les zébrures, ça met toujours un petit peu de temps. Ça demande pas mal de capacité de calcul. Voilà, donc ça c'est pareil, ça permet de bien comprendre en fait les surfaces, comment les surfaces sont liées entre elles. Est-ce qu'il y a une courbure constante? Est-ce qu'elles sont tangentes? Ou alors est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Voilà. Donc là on voit qu'on a quand même quelque chose d'assez homogène. Voilà pour les outils de visualisation. Alors encore une petite chose. Cette fois-ci, on va. Alors ça concerne en fait les profils ouverts. Hop. Voilà, auparavant, on ne pouvait pas forcément faire d'enlèvement de matière borgne avec des esquisses de profil ouvert. Désormais, c'est possible. Je peux choisir. Donc auparavant, c'était forcément en fait à travers tout. Voilà, c'était plutôt ce genre de choses-là. Désormais, je peux choisir borgne, mettre une cote. Et également, ce que je peux faire, c'est sélectionner des contours. Chose qu'avant n'était pas possible avec des profils ouverts. Voilà, donc ça, pareil, ça rajoute du contrôle, de la facilité, moins de restrictions pour nous faciliter la vie. Ok, et enfin, dernière chose, c'est dans la création de plans. On peut désormais créer un plan normal à l'écran, si vous voulez. Donc là, j'ai une orientation qui est un petit peu, comment dirais-je, voilà, inclinée. Ok. Donc je crée un plan.
Je vais sélectionner un point ici, qui est un point 3D, que j'avais préparé, comme première référence. Et en fait, ça va déjà me suffire, puisque ici, je vais sélectionner créer un plan parallèle à l'écran, qui passe par ce point. Voilà, donc on voit qu'on est bien parallèle à l'écran, à l'orientation. Voilà, donc ça va être pratique, par exemple, pour faire des vues en coupe, un peu spécial. Voilà le genre de choses qu'on peut obtenir. Alors ensuite, il y a quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire que je peux éditer mon plan, mettre à jour du coup la nouvelle orientation en cochant ici mettre à jour. Et du coup automatiquement, en l'occurrence ma coupe qui passe par ce plan-là se met à jour, forcément. Ok. Ok. Alors, il y a une dernière petite chose aussi qui je voulais vous montrer. Cette fois-ci, ça concerne le rendu, donc c'est pas vraiment dans la conception, mais pour le coup, c'est vraiment un petit plus. On peut faire désormais du rendu par zone, c'est-à-dire que plutôt que de faire un rendu complet de la pièce pour voir ce que ça donne, en gros, hein, c'est souvent ça qu'on veut en fait, hein, c'est rajouter des réglages et finalement regarder ce que ça donne pour ensuite encore venir modifier. Donc c'est région de rendu. Voilà, donc on a une fenêtre. On peut la redimensionner. Et l'idée du coup c'est hop de créer un aperçu intégré. Et du coup donc là ça prend un petit peu de temps. Mais du coup voilà, il va faire que le rendu sur cette petite fenêtre. Mais souvent c'est suffisant en fait pour se rendre compte des réglages qu'on a effectués. Voilà. Donc là vous avez le rendu sur la zone. Donc on peut déplacer soit le cadre, hop, sur la pièce, soit carrément la pièce. Et vous voyez que le rendu se met à jour automatiquement. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps en fait, hein, au niveau du rendu. Plutôt que de tout calculer, hop, on calcule juste une zone. Voilà, alors je suis un petit peu pris par le temps du coup. Je vais juste évoquer. Donc ça on a fait le tour, hein. Là dans la modélisation de pièces, c'est surtout en fait au niveau de la fonction déplacer la face, où il y a des petites améliorations, notamment la cote qui apparaît automatiquement. Voilà, un petit peu plus de contrôle. Et notamment avec en fait les conditions de fin. On peut aller jusqu'à la surface, jusqu'au plan, etc. Voilà, ça on en a parlé, de la mise à plat. Il y a des nouveaux formats d'export en fait pour les imprimantes 3D. Donc format AMF et 3MF. Voilà. Et ensuite on a également l'apparition de SolidWorks Inspection qui automatise les plans et les rapports d'inspection. Donc ça j'aurais pas forcément trop le temps de m'étendre dessus. Toujours dans les compléments, on a SolidWorks Model Based Definition. Donc ça, en gros, ça permet de remplacer les mises en plan. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une mise en plan en SolidWorks, je vais finalement partager mes pièces via soit un fichier drawing, soit un PDF 3D, avec toutes les informations pertinentes, avec toutes les vues, et avec toutes les cotes dimensionnelles, tolérance, état de surface. Voilà, donc ça remplace hein, tout simplement les mises en plan classiques, je dirais. Ça ressemble à une mise en plan finalement, surtout pour le PDF 3D. Mais on va dire que c'est dynamique, je peux cliquer dedans, je peux zoomer, dézoomer, etc. Des nouveautés également dans SolidWorks Costing.
Voilà, ça va un petit peu plus loin pour les pièces un peu plus spéciales. Ensuite, au niveau des contraintes, ça je vais essayer de vous le montrer. Il y a des contraintes assez sympas, notamment glissière et centrée sur la face. En piping, on a la possibilité de réaliser des routages de sections rectangulaires. Donc là, c'est la petite vignette que vous avez à droite. Hein. Donc pour tout ce qui est conduit de ventilation, climatisation, ça va être utile à tous les gens qui font ça. Au niveau des contraintes également, on a l'apparition de contraintes dites de chaîne. Donc typiquement, on peut désormais réaliser une chaîne sur SolidWorks avec vraiment comment dire, le mouvement entre chacun des maillons, c'est possible. Également ce genre de chaîne que vous avez sur des automates ou sur des machines spéciales, on va pouvoir les réaliser assez facilement. On va les éclater, on en a parlé. Au niveau des mises en plan, ouais, on a l'apparition d'un outil en fait qui permet d'utiliser en fait les colonnes et les lignes de la mise en plan pour positionner, du moins référencer chaque vue. Donc tout de suite la vue en coupe, on sait que ça va correspondre à la colonne A, ligne B de la vue principale. Voilà, ce genre de choses. Un contrôle amélioré de la mise en forme des notes ou des tableaux, donc ça concerne tout ce qui est typographie, style de lettres, etc. On va pouvoir cacher des calques à l'impression. Et on a également la cotation améliorée au niveau des angles. Là, j'ai oublié de dire, utiliser des splines en tant que ligne d'attache. C'est ce que vous avez dans la petite vignette ici à droite. Donc voilà, c'est un petit peu plus joli. Et également la possibilité d'arrondir en fait par rapport à un décimal. Voilà, avant il tronquait en fait, on mettait tant de chiffres après la virgule, désormais on peut arrondir. Au niveau des performances, il y a un vrai travail qui a été fait sur la taille des fichiers. Voilà, donc grosso modo ils ont été réduits de 50%. Tout ce qui est répétition également, c'est mieux pris en charge dans le sens où ça demande moins de ressources. Au niveau de simulation, en fait, il prend mieux en compte tout ce qui est multicœur en fait. Donc il tire mieux parti des comment dire, des processeurs multicœur, notamment pour les contacts, chose qui n'était pas forcément vrai avant. C'était plus pour le maillage. Définir des régions graphiques spécifiques pour PhotoView 360, on l'a vu à l'instant. PDM qui gère mieux les gros ensembles. Voilà, donc là on arrive un petit peu à la fin. En simulation également, on a des nouveautés. Sur les tricots également, on a par exemple l'apparition de ce petit tableau qui permet de gérer en fait qui fait quoi et de donner des certains droits à certaines personnes et pas à d'autres, à la façon un petit peu d'un PDM. Voilà, donc il y a des nouveautés un petit peu partout. Du coup, je vous avais dit qu'on s'attardait plus sur SolidWorks. Juste une petite parenthèse et je terminerai là-dessus. Des nouveaux produits, donc SolidWorks Treehouse. Donc ça permet en fait de hiérarchiser en fait un assemblage pour avoir en fait un aperçu graphique de la structure de l'assemblage, avec les sous-assemblages, les pièces, etc. On peut modifier le nom des pièces, les propriétés, rajouter des pièces directement à partir de cette interface-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui a existé de par le passé, qui était téléchargeable, qu'on pouvait rajouter en fait à SolidWorks. Ça a disparu un temps et désormais c'est intégré en fait à toutes les versions de SolidWorks. SolidWorks Inspection, qui permet donc en fait de faire un petit peu tout ce qui est contrôle qualité, de s'assurer en fait de l'uniformisation des plans et voilà de contrôler aussi pour le contrôle qualité, contrôler en fait tout ce qui est code dimensionnel par rapport aux tolérances, etc. C'est vraiment un soft à part entière, qui a sa propre interface. Ça fera peut-être l'objet d'un billet blog ou d'une prochaine
d'un prochain webcast. Et enfin, SolidWorks Model Based Definition, c'est ce que je vous disais, qui remplaçait en fait une mise en plan. Voilà. Donc ça passe soit par au format de sortie, soit par un fichier drawing, soit par un PDF 3D. Mais dans tous les cas, en fait, on aura la pièce 3D avec toutes les cotes qu'on aura rajoutées dessus. Voilà, ça permet de d'aller un peu plus vers la tendance en fait de vraiment tout gérer en 3D sans forcément passer par l'étape du plan à plat avec les vues dessus, droite, etc. Voilà, donc toujours nos formations si vous voulez aller plus loin dans un domaine précis. Du coup, je m'excuse, j'ai pas trop eu le temps pour la phase de questions. Je vais quand même tenter d'y répondre. Alors, l'affichage dynamique des fonctions aide-t-il pour la résolution des erreurs des surcontraintes? Alors, je dirais, il y aide, oui, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que ça permet, nous, en tant qu'utilisateurs, de mieux comprendre les relations qu'il y a entre les fonctions. Donc oui, mais du coup, ça nous facilite, nous, pour aller chercher directement qui peut être en cause au niveau des erreurs. Peut-on couper un segment en un point qui n'est pas son milieu? Oui, ça a toujours été possible. Donc sur un segment, vous faites clic droit et on a inséré un point, il me semble, ou couper. Enfin, quoi qu'il en soit, dans le clic droit, en cliquant sur une ligne, on peut séparer un segment par rapport à un point qu'on positionne où on veut. Alors, a-t-on une fonction balayage homothétique qui permettrait de partir d'un profil de telle dimension pour finir à la fin de la trajectoire sur un profil plus petit avec une valeur d'homothétie en pourcentage par exemple? Alors, non, ça n'existe pas en tant que tel. En revanche, on peut réaliser ça avec un balayage. Alors, pas forcément. Si, avec un balayage et une courbe guide, on peut le faire. On peut le faire avec un balayage et une courbe guide. C'est jouable. Donc vous aurez bien sûr l'intégrale de ce webcast sous forme de vidéo sur le guide 3D ainsi que sur la chaîne YouTube d'Avenao. Voilà, donc on a fait le tour des questions. J'espère que vous avez appris des choses au niveau des nouveautés. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon appétit. À bientôt.